Aujourd'hui. Sénat du gouvernement commune, reprise du débat à l'étape du rapport du projet de loi C3, loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens et sur les motions dans le groupe numéro 1. Reprise du débat, l'honorable député de Manicouagan. Non, l'Abitibi-Baie James Njavakeyou. Je m'excuse. Monsieur le Président, je suis content d'avoir l'opportunité de m'exprimer sur le projet de loi C3, loi favorisant l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens, en donnant suite à la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique versus Canada. Le Bloc québécois s'était déclaré en faveur de l'étude en comité du projet de loi C3, puisqu'il doit permettre aux personnes qui ont subi de la discrimination à cause du projet de loi C31 de 1985 de renouer avec leurs origines. Nous pensions qu'il méritait qu'on l'étudie. Comme je viens de le dire, le projet de loi C3 viendrait réparer les injustices créées par C31 il y a 25 ans, Monsieur le Président. C'est donc dire que le gouvernement fédéral a attendu un quart de siècle avant de réparer les injustices qu'il avait lui-même créées. Et encore, il a fallu que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique l'y oblige dans son jugement de l'affaire McIver. Il est donc impossible de parler du projet de loi C3 sans évoquer le combat d'une mère autochtone pour la reconnaissance et ceux de ses enfants. Sharon McIver a persévéré pendant de longues et nombreuses années dans son combat, et sans ce combat et sans elle, nous ne serions pas ici à discuter de ce projet de loi. Il faut faire un retour dans le temps pour bien comprendre les tenants et aboutissants du projet de loi C3. En effet, ce n'est pas d'hier que les injustices envers les femmes autochtones perdurent. En 1876, la loi sur les Indiens stipulait qu'une femme autochtone perdait son droit et cessait d'être une Indienne en vertu de la loi si elle épousait un homme non autochtone. Évidemment, un homme autochtone qui mariait une femme non autochtone ne perdait pas, lui, son statut d'Indien. Les femmes autochtones ont vécu beaucoup de discrimination quant à leur race, leur sexe et leur statut matrimonial. La loi sur les Indiens a contribué à marginaliser les femmes, ce qui a eu pour effet de diminuer de beaucoup leur rôle social et politique dans les communautés. Et comme cette loi touche directement la lignée, les enfants de ces femmes ont aussi été discriminés. En 1951, la loi sur les Indiens a été modifiée, mais là encore, une femme qui épousait un non-indien ne pouvait pas être inscrite au niveau registre fédéral des Indiens inscrits, la privant de tous les droits qui en découlent. Puis, en 1985, le projet de loi C31 est déposé pour colmater la brèche de la loi sur les Indiens suite à la Charte des droits canadiennes. Les droits de connaissance d'alignés ne sont toujours pas accordés aux femmes, comme c'est le cas pour les hommes. Les plus alertes auront remarqué que nous sommes rendus plus de 100 ans après la création de la loi sur les Indiens et les droits des femmes quant à leur lignée ne sont toujours pas assurés. Il faut attendre encore 25 années pour que le gouvernement fédéral dépose un projet de loi qui permet la reconnaissance du statut d'Indien à des personnes ayant été discriminées dans le passé et n'eût été, je le répète, du périple judiciaire de Mme McIver, le gouvernement n'aurait peut-être jamais déposé le projet de loi C3 dont nous discutons aujourd'hui et qui se veut une réponse à ces discriminations. Plusieurs diront ce projet ne va pas assez loin. Il y en a, entre autres, le cas d'une mère, Mme Michelle Taïna Odette, représentante de la marche Amun, dont le combat continue. Je cite un extrait de son témoignage au Comité permanent des affaires indiennes et du Nord du Canada. Et à mes yeux, le projet de loi C3, qui est en stricte conformité avec le jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt McIver contre le Canada, ne sert au ministère pour en faire le minimum. On risque de créer de sérieux problèmes à court, moyen et long terme. Mettons fin, une fois pour toutes, à la discrimination qui perdure depuis trop longtemps. Les femmes autochtones continuent d'être victimes de discrimination fondée sur le sexe. Le projet de loi C3 permet la reconnaissance du statut d'Indien à des personnes qui, jusqu'à maintenant, ne pouvaient pas être reconnues comme telles et ne pouvaient donc pas jouir des droits accordés aux Indiens inscrits, comme par exemple le droit de pouvoir vivre dans une réserve et de pouvoir voter à une élection pour élire un conseil de banque. Le projet de loi C3 déposé grâce aux efforts de Sharon McIver vient pallier à ces injustices
mais est incomplet puisqu'il permet encore certaines injustices. Le Bloc québécois a déposé plusieurs amendements, mais ils ont été jugés irrecevables. Au Bloc québécois, je pense que les gens le comprendront facilement. Nous croyons fermement à la négociation de nation à nation et c'est pourquoi nous avons toujours consulté nos partenaires autochtones québécois lorsque vient le temps de voter des projets de loi qui les concernent. Cette fois-ci, ce n'est pas différent des autres et c'est sur la recommandation, entre autres, de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, mais aussi des femmes autochtones du Québec, et parce qu'ils étaient eux aussi d'avis que le projet de loi C3 entretenait encore certaines injustices, que nous avions d'abord décidé de voter contre le projet de loi. Or, s'il est vrai que la nuit porte conseil, il semblerait que l'été le fasse aussi. En effet, il y a eu de longues discussions entre les membres des différents groupes et associations autochtones du Québec cet été. Ils en sont venus à la conclusion qu'il serait préférable d'accepter les propositions actuelles du gouvernement fédéral et ils nous demandent maintenant d'appliquer la maxime « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Le Bloc québécois votera donc en faveur du projet de loi C3, mais ici une remarque de Mme Hélène Gabriel s'impose. Je la cite lors de ce témoignage au comité. « Pour appartenir à une banque, il faut être indien inscrit. Le fait d'être indien inscrit ne confère pas nécessairement l'appartenance. Cela a posé des difficultés à bien des femmes autochtones qui ont recouvré leur statut en 1985, mais à qui on ne permet pas de vivre dans leur collectivité, d'y être enterrés ou de posséder les terres que leur lèguent leurs parents. Si ce projet de loi est adopté, il faut alors des garanties que le Conseil de banque vont en respecter les dispositions. Hélène Gabriel est la présidente des femmes autochtones du Québec. Le gouvernement fédéral a promis de mettre en place un processus exploratoire. Et j'insiste sur ce point. Il s'est engagé à collaborer avec les organisations autochtones pour établir un processus inclusif en vue de rassembler de l'information et de cerner ces questions plus générales concernant l'inscription des Indiens, l'appartenance aux bandes et la citoyenneté des Premières Nations. L'intention du gouvernement n'est pas très claire et les objectifs visés par cet exercice ne le sont pas beaucoup plus. Est-ce que ce sera une consultation en bonne et due forme dont le but sera de modifier la loi sur les Indiens pour la rendre conforme aux attentes des Autochtones? Est-ce que la question de l'inscription, de l'appartenance aux bandes et la citoyenneté qui en découle sera résolue? Ce processus exploratoire se fait avant la mise en place de C-21 qui abrogerait l'article 77 de la loi canadienne sur les droits de la personne et qui s'appliquera aux réserves dès le mois de juin 2011. Il sera donc important de se servir de ces consultations pour identifier les problèmes qui en découlent de la Charte canadienne des droits et libertés avec lien avec l'inscription des Indiens, le registre des Indiens, pardon, M. le Président. Un autre problème rencontré avec l'application du projet de loi C3, c'est que le gouvernement fédéral n'a pas bien fait ce devoir, n'a pas estimé les coûts découlant de l'ajout de personnes au registre des Indiens. Le Bloc québécois insiste sur ce point. Oui à l'inscription des nouveaux Indiens, mais pas au détriment de ceux déjà inscrits. Autrement dit, le gouvernement fédéral devra augmenter les enveloppes budgétaires allouées aux Premières Nations afin de s'assurer que les besoins des nouveaux inscrits soient rencontrés tout en maintenant ceux déjà inscrits au registre. En conclusion, j'aimerais rappeler à tous les élus de cette Chambre leur devoir de justice et d'équité envers les femmes autochtones et leurs enfants, et je les invite à appuyer le projet de loi C3. J'aimerais aussi rappeler au gouvernement fédéral que bien qu'il en ait signifié son intention dans le dernier discours du trône, il n'a toujours pas adhéré à la déclaration sur les droits des peuples autochtones de l'ONU. C'est une vraie honte. Merci, M. le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Yukon. Le député du Yukon. C'est un excellent discours et j'aurais une question à adresser à mon collègue. Comme il vient de le dire, il y a encore beaucoup de femmes qui sont encore pénalisées par ce projet de loi. Il y aura peut-être 45 000 personnes de plus qui auront le droit d'être inscrits et comme il a dit avec raison, il faudra prévoir les ressources nécessaires, que ce soit par l'entremise des programmes du ministère des Affaires indiennes ou des programmes qui ont été remis à la responsabilité des bandes. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a
adopter un projet de loi qui va inclure 45 000 personnes, mais alors qu'il y a encore 200 000 personnes qui ne seront pas incluses. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas réglé tout le problème? Je remercie mon collègue de sa question. Il est très au fait des problèmes des Premières Nations, vivant dans un milieu où d'innombrables personnes sont des Premières Nations. Et je crois que, suite à la décision McIver, le gouvernement a réalisé la hauteur de la tâche qu'il avait à accomplir et le manque à gagner que les Premières Nations avaient pour les mettre en œuvre. Et le moins possible qu'il aura à inclure, plus de chances il aura de réussir, mais ce n'est pas une justice réelle, comme Mme Palmetier, que mon collègue a entendu en comité, qui disait, avant 1985, les bandes ne contrôlaient pas les règles d'appartenance. C'est le Canada qui décidait pour toutes les bandes. Alors, lorsque l'on parle de redonner le statut d'Indien aux descendants de femmes indiennes qui ont marié des non-autochtones, cela devrait également inclure l'appartenance à une bande, parce que c'était à une époque où les bandes n'avaient pas le contrôle de leurs règles d'appartenance. Mais je parle de la période avant 1985. Il est évident que les descendants de ces femmes indiennes qui ont marié des non-autochtones devraient appartenir à une bande, puisque c'est la responsabilité du Canada à l'époque. Comment pouvons-nous leur donner le statut seulement sans l'appartenance à une bande? Et si vous me demandez de soumettre des suggestions plus tard au comité, je le ferai bien sûr dans le cadre de l'engagement du gouvernement à aller consulter et s'entendre avec les bandes. J'espère que ça se fera, M. le Président. The comments, questions et commentaires. Reese, question? The honorable member. Autre question? Le député du Yukon. Merci, Monsieur le Président. J'espère que le directeur parlementaire du budget et la vérificatrice générale vont noter ce que vient de dire le député. Tout le monde veut éviter la discrimination, bien sûr, mais les gouvernements et ceux des Premières Nations qui ont la responsabilité d'offrir les services devront maintenant les fournir à 45 000 personnes de plus. Il faut faire en sorte que le ministère des Affaires indiennes offre tous les services voulus à ces 45 000 personnes s'ils le font directement. Mais si la responsabilité est transférée aux Premières Nations, il faut qu'elles aient les ressources nécessaires. Mais les Premières Nations doivent également fournir d'autres services aux gens qui deviendront membres des bandes. Et comment vont-ils le faire? Avec quels fonds? Pendant les audiences du comité, on n'a pas eu connaissance d'une étude faite par le gouvernement ou de statistiques. Je dois interrompre le député. Le député de BTP, Mick James. Je suis parfaitement d'accord avec les propos de mon collègue et c'est sûr que le gouvernement fédéral s'est embarqué dans une tâche énorme et qu'il y a 45 000 personnes actuellement déjà identifiées et comme il l'a cité précédemment, c'est peut-être 200 000 aussi, là. Mais il est temps aujourd'hui que l'État canadien intègre ces Premières Nations et cesse de les considérer comme du bétail. Parce qu'ils sont considérés comme du bétail, on décide pour eux et on ne leur permet pas de participer au développement de ce pays-là et d'en retirer les profits. Et c'est aujourd'hui qu'on doit mettre en marche cette vision-là. Resuming debate. Prise du débat.